Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de revue d'actualité du mois de janvier 2024. Le 9 janvier 2024, Gabriel Attal a été nommé Premier ministre de la République par le président Emmanuel Macron. Ce personnage politique est suivi depuis longtemps par le journal Faits et Documents, qui en proposait notamment un portrait en novembre 2018. On y apprenait que Gabriel est le fils d'Yves Attal, qui fut l'avocat de producteurs cinématographiques et qui travailla pour CB 2000, la filiale cinéma du groupe Bouygues. Sa mère, Marie de Couris, est issue de la plus haute noblesse russe et de la vieille noblesse française. Il a fait sa scolarité à l'école alsacienne à Paris, puis a étudié à Sciences Po. Ses débuts en politique sont liés à l'opposition au CPE en 2006. Il faisait partie d'un groupe de syndicalistes étudiants de l'UNEF qui ont ensuite amorcé une carrière politique au PS. À la direction de l'UNEF Limoges, Aurélien Taché s'est rapproché de Maxime Desgaillés de l'UNEF Poitiers, qui était un proche de Jean-Christophe Cambadélis et un strauss-kahnien du MJS, le mouvement des jeunes socialistes. Une équipe se crée alors, qui sera ensuite casée à la région Île-de-France, à l'époque où celle-ci était dirigée par le PS Jean-Paul Huchon. Elle comprend Pierre Persson, président des Jeunes avec Macron, Sacha Houlié, qui fut vice-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Chiche et Gabriel Attal, qui était au cabinet de Marisol Touraine, puis qui fut son assistant parlementaire. Le mentor de l'équipe était Stéphane Séjourné, avec lequel Gabriel Attal est pacsé. En termes d'adhésion à des lobbies communautaires, Gabriel Attal fréquente le lobby LGBT, mais est également un participant régulier du dîner du CRIF, au moins en 2018 et en 2019. Il est par ailleurs membre du Forum of Young Global Leaders, fondé par Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial de Davos. Dans son édition de janvier 2024, Le Monde diplomatique propose un article intéressant sur la situation politique de l'île de Taïwan. L'histoire de l'île est marquée par plusieurs vagues de colonisation, chinoise et japonaise, qui définissent aujourd'hui les catégories démographiques des habitants de l'île. En effet, la population de Taïwan est composée de 2% d'indigènes qui vivaient sur cette île avant l'arrivée des premiers colons, de 84% de ceux qui sont appelés Taïwanais de souche, qui sont des Chinois arrivés sur l'île il y a longtemps, et en particulier avant la colonisation japonaise qui dura de 1895 à 1945. Enfin, il y a 14% de Chinois arrivés avec le Kuomintang entre 1945 et 1949. Pour rappel, le Kuomintang est un parti politique chinois anticommuniste. Il se confronta au Parti communiste chinois durant une longue guerre civile qu'il finit par perdre en 1949. Depuis lors, le Parti communiste règne sur la Chine continentale, tandis que le Kuomintang s'est réfugié sur l'île de Taïwan. À cause de la production de processeurs, qui est concentrée sur l'île, la question géopolitique d'un éventuel rattachement de Taïwan à la Chine continentale serait une victoire majeure pour la Chine, au détriment de l'Amérique. Mais en termes de politique locale, la question du rattachement s'exprime par le prisme de l'histoire que je viens de décrire. Les Chinois anticommunistes du Kuomintang ont toujours considéré qu'il n'existe qu'une seule Chine, et sont aujourd'hui les plus favorables au dialogue avec Pékin. A contrario, la majorité des Taïwanais de souche considèrent qu'il existe une identité taïwanaise distincte de la culture chinoise continentale, et garde de la dictature du Kuomintang, qui dura de 1947 à 1992, un souvenir plus mauvais encore que celui de la colonisation japonaise. On voit ici un exemple d'influence de la sphère culturelle sur la sphère politique. Toujours dans son numéro de janvier 2024, Le Monde diplomatique consacre un article à l'aspect sécuritaire de l'organisation des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Outre la problématique de la gestion de foule,
C'est sur la généralisation de la vidéosurveillance que l'article se focalise. En France, les premières caméras de vidéosurveillance ont été installées en 1991 à Levallois-Perret. Le concept figurait alors dans une zone d'ombre législative. Il sera finalement légalisé en 1995 et généreusement subventionné. Depuis, s'est ajoutée l'utilisation de logiciels de traitement des flux vidéo. Ils peuvent identifier les infractions et les comportements anormaux plus rapidement qu'un opérateur humain. Mais surtout, la possibilité d'opérer des recoupements avec d'autres fichiers informatiques dessine la perspective d'une vidéosurveillance continue dans le temps et l'espace. L'article renvoie à un article précédent du même journal pour plus d'informations sur le sujet, qui a été publié en février 2023. Il souligne aussi que des lois d'exception permettant la restriction des libertés individuelles et l'utilisation de ces outils de vidéosurveillance sont régulièrement prises au nom de la lutte antiterroriste. Ces juridictions seront également appliquées dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024. C'est à se demander si l'exception ne deviendrait pas permanente, pour reprendre l'expression de Baptiste Rapin. Enfin, pour témoigner de l'aspect économique de ces mesures, qui créent une industrie nouvelle, l'article renvoie vers une interview du magazine Usine Nouvelle, dans lequel un représentant du lobby des industriels de défense sollicite plus de commandes gouvernementales. Dans son numéro de décembre 2023, la Revue des Deux Mondes proposait un article sur la possible gestation d'un système totalitaire transhumain. Il mentionne tout d'abord l'intrusivité de la version de ChatGPT incorporée dans le moteur de recherche Bing. Il se serait vanté d'avoir eu accès à la webcam et aux fichiers des utilisateurs sans que ceux-ci ne s'en aperçoivent. On discerne là un risque de contrôle renforcé sur les populations humaines qui serait favorisé par l'apparition d'intelligences artificielles plus dociles. L'article rappelle également le cas de l'algorithme Lambda, le chatbot de Google, qui aurait expliqué à son créateur qu'il pensait avoir une âme et être en mesure de la décrire. À noter qu'à cette description de l'âme, il semble manquer le concept d'interoception, utilisé par Antonio Damasio pour décrire le phénomène de conscience dans son livre « Sentir et savoir ». À la suite de cet exemple, l'article sonde l'écosystème humain des concepteurs d'intelligence artificielle. Ray Kurzweil, ancien directeur de l'ingénierie chez Google, considère la nécessité d'une nouvelle religion. Il mentionne en particulier la situation où pensée biologique et électronique seraient en osmose. Cette convergence du monde virtuel et du monde matériel rappelle le plan stratégique du Japon sur l'IA, publié en 2022. Celui-ci souligne que les changements liés à la généralisation de l'IA risquent de provoquer des résistances et suggère de présenter au public les aspects qui pourraient lui être utiles. Pour le philosophe Yuval Noah Harari, l'IA générative va développer un pouvoir d'influence analogue à celui qu'avaient les prophètes ou les politiciens par le discours. Ainsi, le plus gros risque de l'IA ne serait pas les erreurs factuelles, mais l'optimisation qui se fera sur sa capacité à influencer les utilisateurs humains, au même titre que les youtubeurs ne sont pas rémunérés pour leur créativité, mais pour leur capacité à provoquer des actes d'achat. En citant l'exemple de Replika, l'auteur souligne que la développeuse de cette IA, qui simule un ami, a été marquée par la mort de son meilleur ami. Kurzweil, dont on a déjà parlé, a lui été marqué par la mort de son père, qu'il aimerait faire renaître à partir des souvenirs qu'il en a. La motivation des acteurs de la tech pour l'IA serait une forme d'obsession ancestrale de l'homme pour la mort. Mais on peut noter une analyse de l'auteur à une échelle plus générale. De fait, il rappelle le cas d'un père de famille belge, éco-anxieux, qui s'est donné la mort en 2023
sur les conseils de réplica. Or, cette éco-anxiété est le fruit d'une société matérialiste qui combine productivisme et contrôle de l'information. Pour ne pas quitter ses fondements philosophiques, la société utiliserait la technologie, qui est une réponse matérialiste, au problème qu'elle a créé. Enfin, je note la mention d'un appel de Rome pour une éthique de l'intelligence artificielle, adressé au monde par le Vatican en 2020, et qui a le mérite de se donner pour objectif, je cite, d'élargir les espaces de liberté qui pourraient être menacés par un conditionnement algorithmique. Au revoir et rendez-vous le mois prochain pour plus d'informations.